On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une sur l'Afrique du futur, numéro 12 pour décembre et janvier donc de cette année. Exactement. Face à vous, David Delos, chroniqueur international à France 24. Bonjour David. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Danois et Américains ne parviennent pas à s'entendre à Washington. Il est clair que Donald Trump a le désir de conquérir le Groenland, affirme le ministre danois des Affaires étrangères à l'issue de sa rencontre à la Maison-Blanche avec J.D. Vance et Marco Rubio. Et puis le Sénégal se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en écartant l'Égypte d'un but de Sadio Mané à la 78e minute. Premier qualifié, donc on connaîtra le deuxième à l'issue de la rencontre qui débute dans une demi-heure maintenant entre le pays hôte, le Maroc et le Nigeria. C'est tout de suite, on va plus loin. Et comme on pouvait s'y attendre, aucun accord n'est intervenu entre les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise et les autorités américaines représentées par J.D. Vance, le vice-président, et Marco Rubio, secrétaire d'État, lors d'une rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche. Entretien sous haute tension alors que Donald Trump ne cesse ces derniers jours et pas plus tard qu'aujourd'hui encore de faire part de sa volonté d'acquérir le Groenland, soit contre deniers sonnants et trébuchants, soit au prix d'une éventuelle même intervention militaire. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, Sonia Ghazali. Vous êtes à Washington pour France 24. On a suivi ici même en direct la conférence de presse qu'ont donnée les officiels groenlandais et danois depuis l'ambassade du Danemark à Washington. Peu d'éléments finalement ont fuité. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'accord à l'heure qu'il est et que côté danois, on espère que le temps puisse faire son œuvre. Oui, en effet, et d'ailleurs, les chefs de la diplomatie du Groenland et du Danemark ont commencé leur conférence de presse à l'issue de cette réunion qu'ils ont eue à la Maison-Blanche avec cette phrase « We agreed to disagree », ce qui signifie on a convenu qu'on n'était pas d'accord. En bref, chacun campe sur ses positions, même s'ils disent que leur objectif avec cette réunion, c'était vraiment de trouver un terrain d'entente. Ils disent tout de même que la réunion a eu lieu dans une atmosphère très constructive et ils ont annoncé qu'ils se sont en revanche mis d'accord avec Washington pour former un groupe de travail. On sait que la première session de ce groupe de travail doit avoir lieu dans quelques semaines. Les ministres des Affaires étrangères européens ont réitéré que le Groenland n'était pas à vendre et ils ont mis en garde sur le fait qu'une attaque des États-Unis signerait la fin de l'OTAN. On veut travailler avec nos alliés les États-Unis, mais cela doit être dans le respect et dans le respect des lignes rouges, a dit le ministre des Affaires étrangères du Danemark. Et puis il a insisté sur le fait qu'il ne pensait pas qu'il y ait une menace imminente de la Russie et de la Chine sur le Groenland, ce que Trump affirme justement pour justifier qu'il veuille mettre la main sur l'île de l'Arctique. Et justement ce matin, juste avant que démarre la réunion, sans sa présence, mais dirigée par le vice-président américain et le secrétaire d'État américain, Donald Trump, vous le disiez, a écrit sur son réseau social Truth Social, je le cite, « Les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est vital pour le Golden Dome que nous sommes en train de construire. » Le Golden Dome, c'est le dôme doré. Et Trump a également écrit que l'OTAN deviendrait, je cite, bien plus redoutable et efficace avec le Groenland entre les mains des États-Unis. Et c'était la première fois que Donald Trump donnait une justification précise pour expliquer pourquoi les États-Unis avaient besoin du Groenland. On va y revenir, mais peut-être un mot tout de même. Lors de leur conférence de presse, le chef de la diplomatie danoise et son homologue groenlandaise ont tous deux estimé que la seule avancée finalement de cette rencontre, c'était qu'elle allait conduire à des discussions qui devraient s'étendre sur plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le Danemark a au moins obtenu de retarder toute prise de décision intempestive américaine, ou est-ce qu'avec Donald Trump, comme sur tant d'autres sujets, on n'est plus sûr de rien ? Écoutez, ils peuvent l'espérer en tout cas, mais c'est vrai qu'on sent vraiment une urgence de la part de Donald Trump qui insiste vraiment, même s'il n'a pas participé en personne à cette réunion. En revanche, il est très actif sur les réseaux sociaux et il ne cesse de mettre en avant
cette urgence pour intervenir et il insiste encore sur cette histoire, sur ce Golden Dome, sur ce dôme doré qui est un projet de bouclier antimissile américain qui a été présenté par Donald Trump au Pentagone en mai dernier, l'année dernière, et il estime que ce projet ne peut pas être efficace sans l'acquisition du Groenland et on ignore pourquoi sur le plan technique, le Groenland est si nécessaire à la construction de ce dôme doré qui permettrait d'arrêter des missiles balistiques, des missiles hypersoniques ou des missiles de croisière. Merci. Sonia Ghezali, en direct de Washington pour France 24. Ziad Limam, il faut dire qu'avant même cette rencontre, ce qui augurait assez mal finalement du climat, c'était à la fois l'absence de Donald Trump, qui ne s'est pas empêché, on vient de le voir, de tweeter malgré cela et de renouveler son intérêt au Golden Dome, au Groenland, mais en donnant justement ce nouveau motif qu'on ignorait jusqu'à présent, celui de protéger militairement, de sanctuariser le territoire des États-Unis. Et puis tout de même, ils ont été accueillis par J.D. Vance, celui-là même qui s'était rendu il y a peu au Groenland, précisément pour expliquer que le Danemark il faisait un très mauvais travail. Non, les Américains, ils sont dans leur continuité. Groenland, il faut que ça soit à nous, il faut que ça soit à nous, il faut que ça soit à nous. Soit on l'aura par the nice way, ou soit the bad way. Bon, ok, très bien. Moi, ce qui me surprend beaucoup dans cette réunion, c'est que si pour le Danemark et pour l'Union européenne, le Groenland, c'est une ligne rouge, donc a priori, il n'y a rien à discuter. Qu'est-ce qu'on va discuter ? Pourquoi y être allé ? Pourquoi y être allé ? C'est un signe de faiblesse ou de désarroi extrêmement fort. Et encore une fois, je dis, qu'est-ce qu'on peut discuter si le Groenland est danois et fait partie de l'Union européenne ? Donc, je vois pas très bien ce qui a pu s'échanger sur la table. Je vois plein de choses circuler sur les réseaux. Que les Américains seraient aussi, parce que comme Trump, homme d'affaires, qu'il aurait fait une espèce de proposition à la takeover Wall Street, un chiffre absolument stupéfiant, j'en sais rien, mais rien pour que acheter ça, donc le Groenland. Ouais. Rien que ça, je trouve que c'est assez surprenant. Et la deuxième chose, c'est que les Groenlandais se sont quand même exprimés par le biais de leur Premier ministre en disant qu'ils ne voulaient pas être Américains. Ouais, alors eux... Du coup, ils ne comptent pas dans l'équation. C'est-à-dire, et là, on a quand même une image inversée de puissance. Je ne sais pas si on peut dire que le Danemark est une puissance impériale, mais il l'a été, de puissance impériale qui discute d'une manière ou d'une autre, parce que je ne vois pas ce qu'ils font d'autre, de l'avenir d'une population qui elle-même dit qu'elle n'a pas envie d'être américaine et qu'à la limite, si elle avait un choix à faire, elle serait, d'après ce qu'on voit dans les sondages, elle opterait pour l'indépendance ou une forme d'indépendance. Donc c'est vraiment très très surprenant ce jeu qui à la fois illustre la faiblesse européenne, illustre quand même le fait que chez les ex-coloniaux, il y a quand même toujours un peu la même méthode qui consiste à un peu oublier les gens qui vivent sur le territoire. Et la force américaine quand même, parce qu'on ne voit pas comment ça s'arrête. On répète. David Delos, on a senti lors de la conférence de presse Lars Løkke Rasmussen et Viviane Motzfeldt, disons fébriles, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, grave. Il faut être très honnête, on ne les pratique pas tous les jours, nous, ici à France 24, mais en tout cas, là, on avait vraiment l'impression tout de même d'un instant grave pour ces deux représentants, et on a pu comprendre tout de même que ce qui s'est échangé dans l'intimité de la Maison-Blanche n'a pas été forcément une partie de plaisir pour eux. Néanmoins, leur seul motif de soulagement était, semble-t-il, d'obtenir du temps. Ont-ils obtenu des gages en la matière ? Et dans tous les cas de figure, est-ce que, comme le dit Ziad, le simple fait de s'y rendre, n'est-ce pas déjà accréditer l'idée qu'on négocie une cession du Groenland, quoi qu'il arrive? Est-ce qu'ils n'ont pas mis le doigt dans un engrenage qu'ils ne parviendront plus à arrêter? Alors, effectivement, Ziad a certainement raison de ce point de vue-là. Pourquoi aller négocier des choses qui ne sont pas négociables? Pourquoi aller négocier des choses quand on fixe une ligne rouge et que la partie adverse, j'utilise le mot adverse à dessein, a dépassé cette ligne rouge. D'un autre côté, il fallait clarifier les choses. Il fallait aller sur le terrain de cet allié un peu dérangeant qu'est désormais les États-Unis de Donald Trump pour clarifier les choses, redonner un cadre aux discussions et rappeler à une administration qui est un petit peu amnésique qu'il y a un accord de coopération qui existe depuis 1951. Donc le Danemark ne pouvait pas mettre la tête dans le sable. Il fallait s'assurer de visu des motifs et des intentions américaines. Mais complètement. Ouais. Et d'autant plus lorsqu'on est reçu par
par le vice-président américain qui s'est un petit peu invité dans cette discussion. Au départ, c'était juste Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui devait recevoir les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise. J.D. Vance s'est invité. J.D. Vance qui lui-même avait fait un mauvais procès au Danemark. On s'en souvient lorsqu'il s'était rendu sur le territoire sans y être invité, on va quand même le rappeler, et qu'il avait accusé le Danemark d'être un mauvais allié. C'est quand même faire un mauvais procès à Copenhague, qui a investi 12 milliards d'euros l'année dernière pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. C'est faire un mauvais procès au Danemark, qui, on s'en rappelle, lors de la guerre en Afghanistan, aux côtés des États-Unis, a été quand même le pays qui a payé le plus lourd tribut à ce conflit par habitant, avec 44 morts. C'est ce qui est terrible pour un petit royaume comme celui-là. Alors, ces 12 milliards d'euros de dépenses militaires investies par le Danemark, eh bien, Donald Trump l'a moqué récemment en évoquant deux vagues chiens de traîneau. Pour lui, ça se limite à ça, les efforts du Danemark pour sécuriser le Groenland. Et il se trouve que la Maison-Blanche, alors même que les deux officiels danois étaient reçus par J.D. Vance et Marco Rubio, publiait sur Twitter au même moment un dessin dans lequel on voit un traîneau, c'est une illustration, en fait deux traîneaux côte à côte tirés par des chiens face à deux destinations possibles, l'Amérique symbolisée par la Maison-Blanche sous un ciel radieux, vous le voyez, et puis de l'autre côté, eh bien, les ténèbres, la pénombre avec la Chine et la Russie représentées par la muraille de Chine et la place rouge. On comprend que pour les Groenlandais, le choix, il est facile à faire. S'ils veulent rester une puissance occidentale, eh bien, c'est les États-Unis ou rien. Ziad Limam. Ce qui est marrant dans leur petit... Parce que les réseaux sociaux de la Maison-Blanche sont très provocateurs. Ils envoient du lourd et sans beaucoup de filtres. Il n'y a pas d'Europe. C'est ou le paradis américain ou l'enfer post-marxiste sino-russe, mais il n'y a pas le troisième drapeau qui serait probablement, encore une fois, la solution normale, puisque c'est la solution qui existe aujourd'hui. C'est quand même les premiers impliqués. Voilà. Et deuxièmement, encore une fois, les Groenlandais seraient probablement partisans d'une forme d'indépendance ou d'autonomie agrandie, mais quand même dans le cadre de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les opposants de Trump s'amusent à comparer les avantages américains et les avantages européens, l'éducation, la santé, Erasmus, les soins. Enfin bon, effectivement, les pauvres Groenlandais, ça leur coûterait un sacré paquet de devenir américains. Ouais. Mais encore une fois, je me demande, l'histoire du dôme, votre correspondante disait que on ne sait pas techniquement pourquoi d'un seul coup le dôme serait... c'est comme si c'était physique et qu'il allait s'étendre jusqu'au Groenland. Non, ça c'est digital, c'est satellitaire, etc. Donc on est au-dessus de la Terre. Moi, je pense qu'il y a quand même les idées fixes. Donc l'argument technique ne tient pas pour vous. Je ne suis pas spécialiste des bombardements nucléaires, mais je ne vois pas en quoi ça change la donne d'un seul coup. Ce que je vois, c'est quand même une fixette américaine et qui est une fixette ancienne. Le Groenland est dans le radar américain depuis des années. Il y a déjà eu des projets, ça revient régulièrement, etc. Donc c'est pas non plus la lubie, la folie. Ce qui a changé, c'est que la manière de poser ce dossier sur la table, elle est trumpienne. Donc elle échappe à toutes les règles et à toute logique. Et même si, avec cynisme, on pourrait se dire que oui, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois, que quand on inverse le regard, qu'on se met au-dessus du pôle et qu'on voit que le Groenland est au centre de cet Arctique qui va devenir une des zones de la compétition globale, que ce soit par le réchauffement climatique, l'accès par la mer, ou pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait c'est presque une frontière naturelle avec la Russie, puis si on allait un petit peu plus loin avec la Chine. Donc oui, on comprend, mais c'est juste le hubris, l'espèce de folie, le vous êtes nuls, de toute façon on peut vous acheter tous, et puis vous n'arriverez jamais à vous entendre avec vos amis européens. Et ce qui est un peu dommage dans le positionnement danois, c'est ce jeu où ils sont toujours eux devant. Parce que je peux comprendre, ils défendent leur patrie, enfin leur patrie. J'ai bien aimé la phrase. Alors, j'avoue, j'ai bien aimé la phrase de Donald Trump qui disait c'est pas parce qu'il y a un bateau qui a atterri il y a 500 ans ou 600 ans. Il oublie aussi sa propre histoire. Justement, ça a déclenché une série de tweets majeurs aux États-Unis. John Stewart s'en est donné à cœur dans le Daily Show. Et vous pouvez rendre aux Indiens, etc. Bon. Et puis d'ailleurs, Mais encore une fois, pourquoi ils jouent ce jeu seuls ? Pourquoi ils prennent avec eux quand même le leverage que représente l'Union européenne ? Pourquoi, quand Macron veut encore une fois, on peut comprendre, mais
quand Macron fait des propositions, et quand les Allemands, et on sent qu'il y a vraiment trop de divisions dans cette Europe, parce que si c'est un donnant-donnant Ukraine, etc., certes, mais à ce moment-là, il faut qu'on soit unis dans notre démarche par rapport à l'Amérique. David Delos, est-ce que cet argument du dôme, Golden Dome, il peut peut-être convaincre les Groenlandais d'un sanctuaire que ne leur offre pas l'Europe aujourd'hui? Mais cet argument qui tombe opportunément quelques heures avant la rencontre entre la délégation américaine et la délégation groenlandaise et danoise, cet argument ne tient pas. Voilà, les spécialistes de la chose géostratégique vous disent très clairement que si le Groenland pourrait être utile effectivement à la construction de ce dôme d'or, il n'est pas vital. Il n'est pas vital. Voilà, c'est ça se limite à ça. On va s'arrêter, on va arrêter de donner du grain à moudre à la partie américaine. Non, moi je crois qu'effectivement là où je suis d'accord avec Ziad, c'est que il y a une faiblesse européenne, une véritable faiblesse européenne. Et je me souviens de ce que disait Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui disait « D'accord, vous voulez prendre le Groenland? Chiche, allez-y. Disons chiche à Washington, allez-y, agressez donc un pays allié au sein de l'OTAN. Oui. Vous allez ouvrir les 7 portes de l'enfer et faire disparaître l'Alliance Atlantique, voire même l'ONU, et vous allez laisser s'installer la loi du plus fort au détriment de chacun d'entre nous. Donc, oui, il faut que l'Europe soit unie, il faut que l'Europe y aille en serrant les rangs, et surtout en arrêtant d'avoir peur des lubies trumpiennes. À un moment, il faut juste dire stop, et stop définitivement. Passons à l'autre grande actualité du jour, dont on ne connaît pas encore là non plus l'aboutissement, puisque à l'heure qu'il est, un pays s'est déjà qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire retiendra que c'est la star sénégalaise Sadio Mané qui a donc emmené les Lions de la Teranga vers cette finale. On ignore face à qui, à l'heure qu'il est, à la 78e minute. Victoire donc contre l'Égypte, Ziad Limam. C'est un finaliste logique, un beau finaliste, on peut le dire à l'heure qu'il est. Reste à voir si on aura droit à une affiche de rêve entre ceux qui étaient au début de la compétition, les deux grands favoris, Sénégal d'un côté et le pays hôte, le Maroc, de l'autre. Les Nigérians ne vont pas vous aimer. Qui ont montré tout au long de la compétition qu'ils s'imposaient à leur tour comme favoris. Ils ont été finalistes, le Nigeria, de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'est une des grandes équipes d'Afrique, donc on ne peut pas dire que la finale rêvée. Je pense que toutes les finales sont une finale rêvée. C'est l'avantage du foot. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut sur les plateaux. À la fin du fin, il n'y en a plus que 2. Et à la fin du fin, au bout de 90 ou 120 minutes plus penalty, il n'y en a plus qu'un. Et eu égard à son histoire et à son parcours dans cette compétition, le Nigérien ne serait en rien un finaliste déshonorant. Bien au contraire, il s'est imposé naturellement comme Ce qui est sûr, c'est que le pays hôte a une responsabilité quasi historique, c'est-à-dire il faut aller en finale et la gagner et remplir le contrat jusqu'au bout. Tout le Maroc est derrière son équipe et donc voilà. Mais ce soir, ça va être difficile. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça fait quand même 2 Coupes d'Afrique de suite d'un vrai niveau. C'est-à-dire, quand je parle d'un vrai niveau, c'est-à-dire je parle au niveau en termes de football, malgré toutes les polémiques récurrentes, arbitrage par arbitrage, il y a toujours, ça fait partie du foot. Et des problèmes de main quand même, ou des problèmes de pénalty en quart de finale qui n'ont pas été. C'est un peu facile de tomber sur les cannes en disant, bon, c'est vrai que le niveau, c'est une question du niveau d'arbitrage global, parce qu'en fait, les arbitres africains ne sont pas suffisamment exposés à des matchs à haute intensité comme en Europe ou en Amérique latine, mais grosso modo, on tombe un peu facilement sur l'Afrique en disant ouais, vos arbitres ceci, toutes les coupes du monde, les arbitres font des bêtises aussi. C'est pas vraiment le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que successivement, Côte d'Ivoire, Maroc, on a 2 événements globalement de niveau mondial sur le plan du football, de l'organisation, de l'événement, de la retransmission, du retentissement, de la qualité de ce qu'on voit, des joueurs, etc. Et c'est important parce que ça crédibilise le football africain, et en même temps c'est très compliqué parce que on a mis la barre en 2 éditions, on a mis la barre très haut. Et donc, qui va pouvoir organiser des CAN aujourd'hui en Afrique? Ça réduit, en termes d'investissement, en termes d'argent, d'organisation, ça réduit le plateau. Et dans le cas du Maroc, il y avait aussi
très rapidement l'enjeu Coupe du Monde, puisque c'était quand même un replay, une espèce de grande répétition pour la Coupe du Monde 2030, sachant que on n'a pas totalement réglé les problèmes de la génération Z au Maroc. C'est-à-dire que les gens sont embarqués par cette équipe, mais la revendication de plus d'équité, de plus de justice sociale, de plus d'emploi, elle est là, et que le foot règle un certain nombre de problèmes. Le foot permet à une nation de se mobiliser dans un moment très spécifique, mais les problèmes sont là. Ça me rappelle 1998, Black Blanc Beurre. Voilà, les problèmes sont là, et donc je sais qu'une des préoccupations du Maroc, c'est d'aller vers la Coupe du Monde maintenant en ayant une vraie logique, une vraie discussion intérieure sur l'intérêt de cet investissement et de ces investissements vers le nouvel horizon 2030. David Delos, après la victoire des éléphants à domicile dans la précédente CAN, la pression aujourd'hui, elle est sur les Marocains dans cette Elle est sur les Marocains, d'autant que d'un point de vue purement sportif, Ziad l'a rappelé, c'est pas un petit morceau les Super Eagles. Le Nigeria, ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont une force athlétique qui est quand même assez impressionnante. Grand attaquant, deux grands attaquants, effectivement. Je pense que ça va pas se jouer juste comme ça en restant derrière et en jouant comme le Maroc a joué au tout début de la CAN d'ailleurs, en ayant un bloc très très bas. Donc ça c'est pour l'aspect. 14 buts inscrits pour les Super Eagles depuis le début de la compétition. Absolument. Donc c'est la meilleure attaque de cette CAN. C'est pas rien. Même si le Maroc aujourd'hui peut se targuer d'être arrivé 8e au classement FIFA grâce à sa compétition. Il y a quand même un sacré morceau devant et il ne va pas falloir le prendre vraiment à la légère. Je pense qu'effectivement, pour ce qui concerne l'organisation dont parlait Ziad, jusqu'à présent, le Maroc peut se dire une chose, cette CAN, elle est réussie. Cette CAN, elle est vraiment réussie. Il y a de l'engouement, il y a du respect entre les spectateurs, même s'il y a les problèmes d'arbitrage récurrents, les accusations de triche, etc. Mais ça fait partie intégrante du foot. Moi, je pense que là, on va se retrouver face à deux équipes qui vont avoir à cœur, pour le Maroc, de briller à domicile. Et pour le Nigeria, de remporter la seule compétition qu'il leur reste, parce que eux sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Donc il va y avoir vraiment un sacré combat sur le terrain d'ici maintenant, 9 minutes. Ouais, ça va être aussi un défi pour le sélectionneur, bien sûr, Regragui, dont on a vu les qualités tactiques lors du quart de finale remporté donc par le Maroc. Un mot peut-être aussi de l'autre équipe, l'Égypte qui a donc échoué au stade des demi-finales, un échec, on l'imagine, personnel aussi pour Mohamed Salah, qui voit donc sa route s'arrêter ici face à des Sénégalais plus forts, mais qui dominaient en possession de balle, mais qui ont mis tout de même 78 minutes avant d'ouvrir le score. C'est-à-dire que, moi je fais partie de la vieille école, donc je pense qu'on ne peut pas jouer au foot sans marquer de but. Donc une équipe qui base sa stratégie sur le bloc défensif, ils sont très forts défensivement, les Égyptiens, ils sont hargneux, ils nous rappellent les Italiens des années 70, 80. Ils ont une star devant, mais qui, faut bien le dire, elle est toujours aussi efficace, mais le rayonnement de Mo Salah, c'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 3 ans, etc. Et donc, ils étaient exposés à une équipe d'attaquants qu'ils ont tenu un certain temps. Mais je veux dire, à un moment, j'ai vu sur l'écran 7 tirs Sénégal, 0 Égypte. Et le seul tir qu'ils ont eu, ils l'ont mis à la toute fin du match, alors qu'ils étaient menés. Donc franchement, mais on pourrait dire la même chose des Tunisiens. Enfin, toutes ces équipes qui sont très défensives, quand même, le foot, c'est des buts. Et si vous ne mettez pas des buts, vous vous exposez à ce qui leur est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire une balle qui retombe mal, qui tombe pas là où elle faut pour la défense, un attaquant de talent qui exploite le... Et puis voilà. Donc, mais quand même, je pense que le niveau, quand même, globalement, ça va mieux. Après, c'est très intéressant, le foot africain, parce que ces équipes qui carburent bien aussi, c'est des équipes où il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Et l'entraîneur sud-africain a eu le malheur de dire en rentrant chez lui un peu prématurément qu'il ne pouvait pas avoir une grande équipe parce qu'il n'avait pas de joueurs sud-africains en Europe pour porter une sélection nationale, pour des types qui sont aguerris physiquement, tactiquement, etc.
Et tous ceux qui sont là, les 4 derniers, là, il n'y a que des joueurs qui... Enfin, il y a beaucoup de joueurs en Europe et Hakimi, enfin, Osimhen, le Nigérian, Sadio Mané, ils ont une expérience, ils ont l'habitude des matchs à haute densité, ils peuvent y aller. Moi, David Delos. je pense à Sadio Mané, qui quelque part a arrêté la course en avant de son ancien coéquipier Mohamed Salah. C'est quand même waouh. Ça fait. Il y a une histoire dans l'histoire. Sûr, Une histoire entre eux, entre eux, qui était brillantissime sur le terrain, qui parfois s'embrouillait dans les vestiaires. Je trouve qu'il y a une superbe histoire d'hommes. Les deux hommes, ils ont 33 ans tous les deux. Pour Mo Salah. C'était leur dernière apparition commune, c'était ici, c'était Stade de France, Liverpool, Real Madrid, Absolument. Cette funeste finale, enfin, luisante en tout cas pour nous Français, puisque par la force des choses, du fait de la guerre en Ukraine, cette compétition avait eu lieu au Stade de France avec les difficultés que l'on sait. Et là, vraiment, on voit deux stars. On sait très bien qu'à 33 ans, une carrière de footballeur, on arrive à la fin. Je me demande ce que Mo Salah va pouvoir faire aujourd'hui pour rebondir. Et Sadio Mané a un coup à jouer, quoi, un vrai coup à jouer. Merci beaucoup. Ziad Imam, David Delos, c'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel. On reviendra sur ce qui s'est dit aujourd'hui à Washington autour du Groenland. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrandt. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360 en direct sur France 24.